Le 7e jour, j'ai été arrêté avec 72 autres enfants. Il y avait des garçons et 14 filles. Avec vos uniformes, hein? Oui, nous tous avec nos uniformes. Malheureusement, avec aussi des très jeunes enfants, c'est de 6 à 7 ans, de première année primaire, qui avaient aussi été arrêtés et mis au cachot. Fouettés même, frappés, malheureusement. Donc c'était cruel. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Merci. Soyez forts, je vous protégerai. Dites-le à vos amis, à vos camarades, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci, Jason. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir, avant de dormir, de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à tel point que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire. Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. À 2 h du matin, ils ont attendu le moment, ils ont éteint l'électricité pour qu'il n'y ait pas d'image. Ils sont revenus avec des coups de balles, des vrais fouets qu'ils ont vraiment préparés pour venir frapper des très jeunes enfants qui étaient restés sur place. Et c'est là que beaucoup ont été blessés, d'autres ont été cassés, les autres se sont évanouis. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale et locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, en voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. Jason, je suis très fier de toi. Merci. Tu as tenu des propos sans notes. Tu les as déroulés comme un enregistreur. Vraiment, tu es un garçon intelligent. Et je peux te promettre, mon fils, que je ne vous abandonnerai jamais. Vraiment, merci. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des enfants d'ici, à Beni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix. Comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les enfants de Beni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre à charge, prendre à priorité la situation de Beni avant toute autre situation, vu son état de fait et vu les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Et aujourd'hui, j'ai même changé mes propos parce que j'allais vous dire, le discours que quand j'avais demandé à vous voir, j'allais dire, dites aux adultes qui vous manipulent, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais c'est pas ça, donc j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait. Vous n'êtes pas manipulé, c'est votre souffrance, vous la vivez. Vous, les élèves. Personne n'a été inquiété jusqu'aujourd'hui, personne n'a été poursuivi, personne n'a été même appelé. Même c'est justifié. Même c'est justifié, il n'y a personne. C'est comme si tout s'était passé comme ça inaperçu. Pendant que le chef de l'État était là jusqu'à aujourd'hui. À présence du chef de l'État, il y avait certaines autorités qui étaient là sur place. Oui. Ce n'est pas une question de secret, mais tout s'est passé comme ça inaperçu. Donc. Au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et
sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Ça va, nous vous remercions sincèrement. Merci Jason. Que Merci. Dieu te bénisse. Merci. Sur ce cas-là, vous avez entendu, le président avait dit, je voudrais que vous me donniez aussi les noms de tous ceux qui ont eu des problèmes de santé, pourvu que nous puissions voir comment on va prendre ça en charge. Mais toutes ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui, se sont fait soigner elles-mêmes. Ah, ne me dis pas ça. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance dans notre émission Masolo ya Kati awana Telenews. Tozalaka na esengo tant tomonaka bino boza ko liker, boza ko commenter, surtout tant boza ko partager ba émission na biso et pesaka biso esengo pe pesaka biso makasi parce que sans bino tokosala musala oyo te. Na pesi bino susu merci parce que vous avez belé liboso betando na bino pona kolanda masolo ya mokolo ya lelo kasi lelo ezali un peu émission spéciale spéciale parce que tous on a invité moko spécial pe wazali élève ya Beni oapi ba élève oyo tata mokonzi ayamba par rapport ya ba élève o ba Gaza o l'état gouverneur de la ville ya Beni à Gaza bakanga bango o la prometa bango ako sunga bango kasi beleve wana til mokwalelo suite to éviter ndenge nini masolango ekendaki kasi lelo tozana ye na plateau na yende tokobeta masolo par rapport ya évolution par rapport à nous surtout eza koleka na est ya République démocratique du Congo ezali mwana mboka na ye longo tokosolo ezali Jason Katia Muiwa Naïne Tobeta Masolo, je ne sais pas que je n'ai pas massacré le nom. Bonjour Jason, comment vous allez bien? Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tout le monde. Je vais bien. Comment la famille, la santé? La famille, la santé, ça va, avec le même rythme du pays. Avec le même rythme du pays. Et ma première question, elle est celle-ci. Votre présence ici à Kinshasa, vous êtes venu faire quoi par rapport à avant que nous puissions rentrer dans notre sujet? Ah oui, je suis à Kinshasa, c'est pour une séance de plaidoyer, comme toujours, parce qu'il y a des questions d'importance capitale qu'il faut toujours mettre en avant quant à ce qui est de la situation générale dans l'Est de la République. Et comme je me donne ce vouloir d'être parmi ceux qui doivent interagir pourvu que les choses puissent changer. C'est comme ça que de temps en temps, j'arrive à me dépêcher à Kin pour essayer de faire passer ne fût-ce que quelques messages et faire parvenir certains des plaidoyers acquis des droits. Ok, merci parce que aujourd'hui nous allons vraiment rentrer dans la profondeur, nous allons discuter et nous allons aussi vous laisser le temps, vous nous expliquer d'abord comment ça a été passé. Je ne sais pas, on peut pas dire ça, c'est un événement malheureux, mais nous allons quand même essayer un peu de vous donner la parole, d'expliquer, de donner votre point de vue par rapport à l'insécurité dans l'Est de la République, l'état des sièges et tout ce qui se passe maintenant dans l'ensemble de la République. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous avez poussé d'arriver jusqu'au point de faire tout ce que vous avez fait comme sitting là? C'était quoi? Vous êtes des jeunes, vous êtes des enfants, des élèves.
Et c'était quoi encore? C'était quoi l'idée, le pensée? C'était quoi? Explique un peu nos téléspectateurs qui vous suivent, qui ne vous connaissent pas. On vous a suivi seulement dans les photos, les vidéos. Mais aujourd'hui, on a besoin que vous puissiez vraiment nous relater l'histoire. Explique-nous d'abord comment c'était. En fait, il y a beaucoup de réalité derrière ce qui est mis en avant. Par ça, je vais Parce qu'on nous avait dit que c'était manipulé. Déjà, tu vois, ça, déjà, chacun il dit les choses selon ce qu'il a eu comme attente, ce qu'il a attendu ou ce qu'il a reçu comme information. Mais la vraie version, c'est qu'il y a les sécurités dans les territoires de Béni. C'est depuis des années qu'il y a de l'insécurité dans l'Est de la République. Et les gens meurent tous les jours. Mais là où ça a exagéré, ça veut dire l'exagération commence en 2013, avec les massacres. Parce qu'avant, les gens meurent par des coups de balle. Actuellement, les gens meurent par des armes blanches. De même que comme on fait pour égorger les animaux, c'est pareil aussi pour les êtres qui vivent à Béni. Alors, pendant tout ce temps, des manifestations se sont fait poursuivre. Les mouvements citoyens, les parents, les mamans, tout le monde a essayé de faire des sommiers pour essayer d'attirer l'attention du gouvernement national et de la communauté internationale sur ce qui se passe à Béni. Mais à un moment, il est arrivé une période où c'était vraiment difficile. La société civile a décrété une grève à durée indéterminée. Et ça, c'était suite au massacre de la population, en fait. Suite à ce qui s'était passé pendant une période, parce qu'il y avait des gens qui mouraient à Kougéa, les gens qu'on a égorgés beaucoup à ville. Et parmi ces gens figuraient des élèves, des enfants et les parents des élèves. Vous savez bien que quand un parent meurt, c'est toute une famille qui tombe. Okay. Donc, ce sont des enfants qui ne vont plus à l'école, ce sont des enfants qui vont devoir se débrouiller pour mendier, chercher de quoi manger. Quand un enfant meurt, c'est tout un avenir qui est banni. Et on se dit, mais on est où? Parce qu'avec toute cette douleur, vous savez, quand vous essayez, si vous avez déjà été dans la cuisine, je sais que généralement les gars n'entrent pas dans la cuisine, mais si vous avez un couteau et que ça vous arrive par hasard, que vous coupez, vous sentez la douleur que ça fait. Mais vous vous imaginez maintenant l'état qu'on ferme, on ferme vos deux mains derrière et on vous met une machette sur la gorge, on essaie d'y aller avec toute la douleur, à vous laisser souffrir jusqu'à ce que le sang finisse dans un corps. L'impression et l'idée que ça fait sur vous, que ça fait sur ce corps, c'est ça qui était et ce qui a poussé la plupart des gens à pouvoir faire ce qu'ils allaient faire. Et nous, les enfants particulièrement, à pouvoir nous rehausser parce que toutes ces douleurs, on les a encaissées durant tout ce temps. Ça pour autant qu'on puisse en ressortir. Et les gens, ils disent, les enfants, ils sont vulnérables, mais la douleur, elle ne choisit pas. Elle ne sait pas si tu es enfant, elle ne sait pas si tu es adulte. Okay. C'est comme ça qu'en 2021, durant cette période, dans cette grève indéterminée, où on venait de faire plus de 19 jours successifs, ça court, on s'est décidé entre nous d'écrire une lettre au président de la République. Vous-même? C'est là que c'est parti. C'était vous-même? Oui, c'était nous-mêmes. Vous n'étiez pas... Il n'y avait personne. D'ailleurs, j'étais encore président du Parlement d'affaires. Donc, j'ai dit signer la lettre avec les autres. Il y avait la coordination des comités des élèves et tous les autres. On a signé la lettre, on a passé la commande au maire de la ville. Il a reçu la lettre et il nous a promis qu'il va remettre la lettre au président de la République en passant par les gouverneurs. Et dans la lettre, c'était écrit que nous voulions voir le président à Béni dans les 72 heures qui allaient suivre. Vous obligez le président de la République à... C'est pas qu'on oblige, en fait. Nous sommes ses enfants. C'est pas que État que père. Si votre enfant a un problème à l'école et que vous êtes au boulot, vous êtes obligé parfois de laisser le boulot pour aller voir ce qui se passe. Okay. Parce que nous, on ne voit pas le président comme un petit dieu, comme ceux qui le voient. Nous, on le voit comme un père. Et quand nous avons des soucis, on a besoin de lui. Parce que c'est pareil, il fait des sorties, c'est vrai pour notre avantage, comme on l'a dit. Partout en Afrique, ce n'est pas dans le monde extérieur. À chaque moment, il peut le faire. Et quand nous, ses enfants, ses fils,
on est attaqué, on est en train de perdre des vies et on lui demande de venir dans 72 heures. On espère que c'est suffisant pour un père responsable de pouvoir répondre aux problèmes de ses affaires. Alors la lettre a été expédiée. On a même dit au maire que si notre lettre n'arrive pas, si les 72 heures, il n'y a pas de réponse, c'est là que maintenant ça va changer. Parce que nous, on va venir attendre le président de la République ici devant votre bureau. Parce que nous, on sait que votre bureau, c'est la représentativité de la présidence ici à Beni. Bon, comme toutes les autres autorités, Aria, il nous a dit non, si vous voulez venir, ça ne sera pas un problème. D'ailleurs, il y a la police qui va vous protéger et tout. Donc, la police était un amusement, il ne croyait pas, il ne pensait même pas que... Il n'y a pas... En fait, comme État autorité, il pensait que ça n'arriverait pas parce que ça n'a jamais été, je crois, dans toute la République. C'était une situation où on sait que les affaires, ils disent, mais ça va passer à l'air. Ça va passer à l'air. Mais 3 jours après, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de réponse. On ne sait même pas si la lettre a été expédiée. On fait quoi? On doit se positionner. On était encore moins nombreux là, ceux qui avaient dit qu'ils étaient prêts. Notamment, il y a une fille qui venait de brûler les marchandises de son père, et son père y compris, dans les conteneurs. Il y avait nous, les autres du Parlement d'Affaires, de la coordination du comité des élèves, et d'autres qui avaient, chacun donc selon sa situation, de la manière qu'il avait déjà été affecté. Et au début, on n'était pas plus de 200 personnes, on n'était pas plus de 200 élèves. C'était un nombre réduit qu'on peut estimer à 150 personnes. Et on est passé par la grande route pour aller à la mairie et arriver sur place. Il fallait bien que les autres puissent s'ajouter quand ils ont attendu. Ah oui, c'est vrai, on y va. Parce que tout le monde s'attendait à une blague. Mais on est arrivé sur place. Mais on se dit, on va manger quoi? Les parents, ils se sont mobilisés dans les marchés. Ils ont dit non, nos enfants disent qu'ils vont dormir à l'extérieur pour demander la présence du président de la République. Et ils ont accepté pour demander à ce que le président puisse venir interagir. Mais pour un parent qui sait que tout pourrait arriver à n'importe quel moment, que ce soit sur son enfant ou sur lui-même, est-ce que vous pensez que c'est difficile de pouvoir laisser son enfant essayer au moins d'aller demander ce qui lui revient de droit? C'est quand même normal pour un parent qui a tout perdu, qui a vu tout périr, pour un fils qui n'a plus de parents, qui n'a plus personne qui peut l'arrêter, quand il veut faire une demande. Demande aux bêtises. Vous voyez qu'à un certain niveau, c'est normal. C'est pas comme Akin, en fait. Excusez, c'est tous les enfants qui ont leurs parents à côté d'eux, qui les protègent contre tout, qui font tout. Mais quand il n'a plus ses parents, quand ses parents n'ont plus ces moyens de te protéger, parce qu'il doit passer tout le temps à chercher ne fût-ce que quoi pour te nourrir, parce qu'il n'a plus de champs là où il devrait partir pour cultiver, c'est normal. C'est normal, parce que lui-même, il a tout perdu. Il a l'impression que les choses ne vont pas changer. Et quand il voit son fils prendre conscience, dire qu'il veut voir les choses changer, il n'y a rien d'autre de plus que l'encourager. C'est comme ça que les parents, les mamans au marché, elles ont essayé de rassembler tout ce qu'elles avaient pour essayer de nous rapporter ne fût-ce que les sombés, ne fût-ce que quoi, afin qu'on puisse quand même se regrouper devant la mairie. Et après, quand on se regroupe devant la mairie, voir comment est-ce qu'on pourra passer la première nuit, et ainsi de suite. Nous allons mollo. C'était en train de répondre à la question de la cause. Oui, c'est normal. Je crois que c'est là. Quand vous êtes arrivé à la mairie, ce sont les parents qui se sont mobilisés pour vous venir en aide avec quelque chose à manger. Donc ça veut dire que les parents, ils vous ont soutenu. Oui, c'est pas que c'est un secret. Les parents nous ont soutenus. Quand je dis les parents, je ne dis aucune connotation de la personne. Les parents ont accepté qu'on dorme dehors. C'est grave là. Parce que je crois que pour quelqu'un qui est très, très raisonné, il sait que c'est plus protégé de dormir dehors devant la mairie que chez soi, dans un milieu déjà à conflit armé. Okay. Donc c'était un choix de plusieurs des parents. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'on les a poussés. Parce que si vous savez bien que si vous le faites ici à Kin, c'est tous les parents qui vont crier sur les médias, mais nos enfants. Mais ils ne l'ont pas fait. Là, il n'y a pas de droit de l'enfant, comment? C'est pas qu'il n'y a pas de droit de l'enfant, en fait. S'il faut qu'on y aille, en fait.
Les premiers jours, quand nous sommes arrivés sur place, les organisations humanitaires se sont réunies pour dire qu'ils ne voulaient pas voir les enfants passer la nuit à l'extérieur. C'est ça le droit de la femme, en fait. C'est le groupe de travail de la protection de la face. Mais par là même de la question de protection de la face, vous savez que quelque part, c'est essayer d'être bête, de demander aux gens qui sont en train de réclamer leur droit de rentrer à la maison, ça pour autant qu'on puisse leur donner une solution. Parce que quand les ONG se réunissent, c'est pour faire un mémorandum et demander non, nous voulons que les enfants quittent là-bas. Pour quelqu'un qui a tout perdu, tu lui demandes de quitter là pour rentrer où? Où il va manger quoi et où il va étudier dans quelle école. Il faut savoir résoudre les vrais problèmes pour demander à quelqu'un de quitter dans une situation où il est vraiment placé. Donc c'est là qu'il y a eu d'abord difficulté pour les organisations humanitaires de pouvoir nous ressortir de la place. Et même pour les gouvernements qui n'avaient plus la possibilité de le faire puisqu'il avait déjà reçu d'abord notre lettre et avec des accusés de réception et tout. Quand vous êtes arrivé, pendant ce moment, c'était quoi? On vous avait reçu, on vous a gazé, c'était quoi encore? Non, pendant ce moment, il fallait négocier. Il fallait une négociation. On a passé 8 jours. 8 jours, devant la mairie. Oui. Wow. Il fallait négocier. Quand vous avez négocié, on nous a amené des commandants de la négociation, c'est pas ceux qui sont chargés des opérations civilo-militaires pour venir négocier. Mais ils ont mal procédé, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par le fait où ils ont commencé déjà à menacer ceux qu'ils ont trouvé épais leaders parmi les aides. Notamment, il y a un colonel qui voulait même choper une personne parmi les autres. Et malheureusement, il s'est fait lécher par les affaires parce qu'on ne pouvait pas accepter qu'on puisse, ressortir même une personne parmi nous. Déjà, c'était mal parti sur ces cas, puisque déjà, nous, on avait déjà décidé qu'on ferait tout pourvu que les plus jeunes affaires, c'est des 8 ans quand même, ils ne pouvaient pas dormir à l'extérieur, c'était mal géré. Mais même que les filles, pour éviter de questions de violence et tout ça. Mais avec cet acte, du fait que déjà c'était mal parti, les filles ont refusé de quitter la place. Ils ont dit que si on commence à faire ça pendant la journée, ça veut dire que la nuit, ça sera terrible. Ça sera terrible. Et nous, on ne veut pas quitter, on veut participer à ça. S'il faut qu'il y ait des menaces, on veut les avoir avec vous. Et quand les filles refusent, c'est aussi des affaires qui refusent. C'est pour ça que moi, ma question est de là. Quand on voit il y a des petites, il y a des enfants, de 8 ans, comment le mot, comment je peux dire, hein? Comment vous avez pu mobiliser les petits enfants? Ce n'est même plus question de mobiliser, en fait. La situation elle-même avait déjà mobilisé. Mais... La situation avait déjà mobilisé. C'est tout le monde qui n'allait pas à l'école. Déjà, c'est ça. C'est tout le monde qui n'allait pas à l'école. Et nous, ce qu'on s'était décidé, c'est quoi? Comme on n'est pas sécurisé dans nos écoles, on va implanter les tableaux. Le problème, c'était c'est celle-ci. Il y a plusieurs écoles là-bas, non? Oui, plusieurs écoles. Comment vous avez pu rassembler toutes les écoles sont venues. Les écoles là? Je suis président du Parlement d'Affaires. C'est dans mon rôle de pouvoir appeler en fait, tout le monde à venir participer aux manifestations. Alors maintenant? Et comme on avait réussi, si je peux compléter, on a installé les tableaux devant la mairie. Pourquoi on avait fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas sécurisé dans les écoles. Alors comme on ne va pas étudier dans les écoles, on va devoir étudier devant la mairie. Même s'il n'y aura pas d'enseignants, parce que les enseignants opèrent, s'ils viennent, c'est l'État qui va leur attaquer. Il va leur faire porter la charge de dire que c'est eux qui laissent que les enfants soient là-bas et tout qu'on sort. Comme eux, ils opèrent, ils vont rester là-bas. Nous, on va s'entraîner. S'il y aura ceux de 6e secondaire, ils peuvent enseigner ceux de l'école primaire. Et qu'on fasse cet interchange. Une façon de montrer la représentativité que nous, ici, on n'est pas ici pour venir faire la blague. On est ici parce qu'on veut vous montrer que c'est ça qu'on a envie. On veut étudier. Et dans les bonnes conditions. Après votre manif, on vous a gazé, on vous a tout fait. On avait vu les images. Après, quelle était votre rencontre avec le chef d'État? C'était fait comment? Dès qu'il était arrivé là-bas. Donc c'était d'abord le 7e jour où j'ai été emprisonné avec 78 autres affaires. Tu étais emprisonné? Oui. Oh. J'ai été mis en prison avec 78 autres personnes, notamment 14 filles et le reste des garçons, tous en uniforme. Et parmi ces gens, il y avait des affaires malheureusement de 6 ans,
qui ont été jetés dans l'écart comme des rebelles criminels. On a été frappés, on a été tracassés, on a blessé les uns, on a été mis à prison. Mais on avait déjà tout prévu. On savait que le fait de nous ramener à prison fera en sorte que les autres vont quitter la place pour venir nous rejoindre et ils auront déjà cette opportunité de pouvoir avoir la mairie libre et d'y poser tous les cas de policiers afin qu'on ne puisse pas y revenir. Comment ça a été la rencontre avec le chef de l'État? Comment ça s'est fait? Vous l'avez attendu, il est arrivé ou il y avait un plaidoyer par rapport à cela? Comment c'était déroulé? En fait, déjà, là où tout ça s'est ressorti, c'était en rapport avec le 7e jour, lors de nos manifestations, des sit-ins. Le 7e jour, j'ai été arrêté avec 70 autres enfants. Il y avait des garçons et 14 filles. Avec vos uniformes? Hein? Oui, nous tous avec nos uniformes. Malheureusement, avec aussi des très jeunes enfants, c'est de 6 à 7 ans, de première année primaire, qui avaient aussi été arrêtés et mis au cachot. Fouettés même, frappés, malheureusement. Donc c'était cruel. Et quand on a été arrêté, c'est là que ça a fait un taux élevé sur les médias. Et le président, il a été questionné par un des journalistes ici à Kinshasa, pendant qu'il faisait son discours ce soir-là. Il a été obligé de répondre maintenant à ce qui s'était passé. Là où il avait malheureusement dit que non, les affaires ils sont manipulées. Et je vais revenir, rentrer d'abord à la maison et tout que sort. Mais l'état que nous, on était déjà emprisonnés, il y a d'autres qui étaient restés à la mairie. Parce que ce n'est pas que parce qu'on met quelqu'un dans la prison que les manifestations vont s'arrêter. Parce qu'on avait évité. Et ceux qui sont restés sur place ont attendu jusqu'au matin. Ils ont demandé à ce que, obligatoirement, s'il faut qu'ils puissent quitter la place, même si le président a dit, il faut qu'il le fasse après que nous soyons libérés. Malheureusement, vous savez, avec les tracasseries de la police et de l'armée, à 2 h du matin, ils ont attendu le moment, ils ont éteint l'électricité pour qu'il n'y ait pas d'image. Ils sont revenus avec des coups de balles, des vrais fouets qu'ils ont vraiment préparés pour venir frapper des très jeunes enfants qui étaient restés sur place. Et c'est là que beaucoup ont été blessés, d'autres ont été cassés, les autres se sont évanouis, jusqu'à ce que les informations soient remontées jusqu'aux rumeurs que vous avez entendu qu'il y avait même des morts. Il n'y en avait pas, ça je le confirme, il n'y en avait pas, mais il y avait des évanouis, il y avait des vraiment gravement cassés. Tout le monde était blessé de sa manière. Et le soir à fête, c'est là qu'ils nous ont libérés. Et maintenant, quelques temps après, c'est maintenant que le président a entrepris sa tournée à l'Est, notamment à Goma, et il devait redescendre jusqu'à Beni. Et quand il est arrivé à Beni pour faire son échange, pour fixer des contrats politiques avec le président de l'Ouganda, il a été obligé de revenir sur place et d'accueillir la société civile, et avec laquelle on a maintenant eu la chance d'être reçu et d'échanger avec lui. Avant que vous puissiez continuer, Derrick va nous mettre l'image du chef de l'État, tout ce qu'il avait, cette rencontre-là, pour avoir des idées, pour que nous puissions continuer. Je suis Jason Katia Moiwa, président du Parlement d'affaires de Beni et la coordination du Grand Nord Kivu, mais aussi l'élève que vous avez vu se faire emprisonner pour votre arrivée ici à Beni, accompagné de 78 autres enfants. La question qui nous concernerait la plus, c'est la question éducationnelle, celle qui est cependant sabotée par la situation insécuritaire. La situation insécuritaire qui nous rend vulnérables, les premières victimes de la souffrance, puisque nous sommes les premiers dépendants de nos parents, et si nos parents ne sont pas dans les bonnes conditions, nous aussi, nous tombons dans les mauvaises conditions. La vie de la population est dangereuse, ce qui pousse les enfants à tomber dans de mauvais schémas de la vie. La situation éducationnelle, quant à elle, elle est mal sécurisée, c'est-à-dire les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours sans pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération
présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve son droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, l'insécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance, sans paix, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont des qui sont des espions dans la ville. Ces enfants, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale et locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, en voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des enfants prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les enfants, c'est le double. Puisque la guerre attire des violences. Et les violences sont ce qui victimise à grande partie les enfants. Les 16 formes de violence dont parle la communauté internationale sont visibles et tangibles ici dans la ville de Beni. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des enfants d'ici, à Beni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix, comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les enfants de Beni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre à charge, prendre à priorité la situation de Beni avant toute autre situation, vu son état de fait et vu les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des enfants de Beni et de bien vouloir accompagner le fait que les enfants de Beni ont passé 8 jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des faits. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. Alors, je voudrais terminer par mon ami. Viens, mon fils, viens. Toi qui avais parlé, je suis très fier de toi. Rappelle-moi ton nom. Katia Muhiwa. Comment? Jason. Oui. Jason, je suis très fier de toi. Merci. Tu as tenu des propos sans notes. Tu les as déroulés comme un enregistreur. Vraiment, tu es un garçon intelligent. Et je peux te promettre, mon fils, que je ne vous abandonnerai jamais. Vraiment, merci. Tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure parce que je n'ai jamais entendu cette version-là. Et aujourd'hui, j'ai même changé mes propos parce que j'allais vous dire, le discours que quand j'avais demandé à vous voir, j'allais dire, dites aux adultes qui vous manipulent, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais c'est pas ça. Donc j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait. Vous n'êtes pas manipulé, c'est votre souffrance, vous la vivez. Vous, les élèves. Et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire. Donc dites à vos camarades
le président a entendu vos pleurs. Et je sais que la principale de vos revendications, c'est la sécurité. Je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité. L'autre, c'est les conditions, vous l'avez dit, d'études. Et malheureusement, il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents. Je le sais. J'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Butembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école. Il y en avait un qui parlait de son ami qui ne savait plus aller, qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc ça j'ai compris et je crois que la réponse ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante. Ça marchera parce que nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela et je suis sûr que ça marchera. Donc tes camarades vont pouvoir aller à l'école. En tout cas, ils pourront y aller gratuitement parce que l'État doit les prendre en charge. Merci. L'autre problème que tu poses, c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement. Jason, tu as dit, vous avez perdu des mois et des mois, c'est vrai. Cela s'est peut-être ressenti sur votre qualité. Ça, je vais réfléchir, nous allons réfléchir avec les spécialistes pour voir comment, dans les zones de conflit, dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école, comment est-ce qu'on peut avoir des programmes spéciaux de rattrapage ou de remise à niveau pour leur permettre de ne pas avoir du retard sur les autres enfants de la République. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Merci. Soyez forts, je vous protégerai. Dites-le à vos amis, à vos camarades, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci, Jason. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à tel point que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire. Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos 8 jours et nos 8 nuits ne pas se faire passer pour rien. De bien vouloir faire en sorte que les fouets que nous avons reçus, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ça soit aussi votre motivation pourvu que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci, Jason. Merci, Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Ça va, nous vous remercions sincèrement. Merci, Jason. Que Merci. Dieu te bénisse. Merci.
chef de Béni, avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Jason, je voulais quand même vous puissiez nous relater un peu. Vous êtes en contact avec le chef de l'État. Vous avez tout ce que on vient de suivre. La suite, c'était quoi? Jusqu'à présent, la suite de toutes les promesses, les enquêtes, il avait promis qu'on doit prendre les élèves en charge. Votre ami qui avait un bras coupé, c'était quoi? Un fracture. Ouais. Est-ce qu'on avait pris en charge? Quelle est la situation des élèves maintenant à Béni? La situation sécuritaire, même l'éducation des enfants à Béni maintenant. En fait, sur ce cas-là, vous avez entendu, le président avait dit, je voudrais que vous me donniez aussi les noms de tous ceux qui ont eu des problèmes de santé, pourvu que nous puissions voir comment on va prendre ça en charge. Mais toutes ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui, se sont fait soigner elles-mêmes. Ah, ne me dis pas ça. La seule fille qui est venue directement avec la délégation du président qui était restée sur place et qui devrait suivre. Et les autres? Mais tous les autres, ils se sont fait soigner eux-mêmes. Ne me dis pas ça. Et par plusieurs autres difficultés, soit traditionnellement, soit tout ce qui s'est fait. Ne me dis pas ça, le chef de l'État a bien dit ça devant tout le monde. Mais la réalité est tout autre en fait. Le mal, c'est que... C'était quoi? Il y avait une magouille ou c'était quoi? Pourquoi on a simplement... Je crois que c'est peut-être ce qu'il va falloir qu'on puisse conclure entre vous et moi, parce que si ça ne s'est pas fait, ça veut dire qu'il y a eu un blocage quelque part. Et il ne peut pas y avoir un blocage si ce ne sont pas déjà. Parce que je suis arrivé à Kin, je suis arrivé à Kin, c'est ma 5e fois, je n'ai pas eu la chance de rencontrer le président de la République. Oh. Ça, c'est la 5e fois que tu es venu à Kin et tu n'as pas rencontré le chef d'État. Et je ne l'ai pas rencontré. Donc, le truc, c'est qu'on a vraiment bloqué toutes les portes possibles pour le rencontrer. Et ça, pourquoi? Peut-être parce que je crois qu'au risque de passer, moi et vous, qu'il y a eu déjà derrière tout ça qui ont détourné tout ce qui était fait pour accompagner ces gens qui avaient des problèmes de santé, tous ceux qui avaient perdu leurs objets là-bas, parce que la police avait fait un pillage des élèves, même à part la tracasserie, il y avait toutes ces blessures-là qui étaient là et qui n'ont pas été soignées. Il fallait faire la poursuite, c'est pas judiciaire, de tout ce qui était impliqué dans tout ça, mais tout ça s'est passé comme ça inaperçu. Et on ne veut même pas qu'on puisse faire suivi. On donne un peu d'orientation. La maire, la police et tout ce qui était derrière tout ça, personne n'était inquiété? Personne n'a été inquiété jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a été poursuivi. Personne n'a été même appelé. Même c'est justifié. Même c'est justifié. Il n'y a personne. C'est comme si tout s'était passé comme ça inaperçu. Pendant que le chef de l'État était là jusqu'à aujourd'hui. À présence du chef de l'État, il y avait certaines autorités qui étaient là sur place. Oui. Ce n'est pas une question de secret, mais tout s'est passé comme ça inaperçu. Donc, c'est comme si c'était une affaire où il y avait seulement une intimidation. Le tribunal militaire a demandé aux journalistes de pouvoir dire que le dossier avait été ouvert, mais aujourd'hui, tout s'est passé inaperçu. Il n'y a pas une poursuite. On a signé, si on a écrit tout ça, donc on a mis nos vies en danger pour rien. S'ils peuvent revenir, même dire que ces affaires ils nous inquiètent et les tuer, ils peuvent le faire sans que personne ne puisse les suivre. Donc tout ce qui était passé là, personne n'était poursuivi. Personne n'a été poursuivi, donc on s'est mis en danger pour rien. Donc pour rien. C'est ce que je peux dire. Maintenant, quand le chef de l'État disait qu'on va prendre en charge tous ces élèves-là, et vous entendez dire qu'il n'y a personne qui est pris en charge. Il y a un paradoxe là. Mais pourquoi je m'en dirais? Je suis devant la télé, je suis devant je suis devant beaucoup déjà partout à RDC. Et ce n'est pas un mensonge, je ne peux pas me donner le droit de venir faire un mensonge à la télé. Ouais, pour cela, mais la réalité, c'est ça le problème. Parce que moi-même, je ne comprends pas comment est-ce que le président peut pouvoir faire tout un discours
dans une zone, donner des vraies promesses de voilà. RTNC, une vidéo qui est suivie par des millions déjà dans le monde parce que ça a été transféré de partout. C'est là même que beaucoup m'ont connu. Mais on comprend qu'en réalité, au final, les choses ne se passent pas comme c'était prévu. Je ne sais pas à qui il faut faire revenir la question du problème. À moi ou au président de la République ou à son entourage. Le problème est... Bon, nous n'allons pas trop tarder sur ça, mais je vais vous poser la question, après tous ces événements-là, quelle était la suite? La suite, c'était quoi? Vous avez abandonné la lutte? Qu'est-ce que vous avez fait? Les autres sont rentrés à l'école? Ou qu'est-ce qui était la suite après tout ça? Après la rencontre, abandonner d'abord, ça ne fait pas partie de nos vocabulaires, puisque abandonner... On nous a toujours dit, nous les Congolais, on laisse des choses par là. Abandonner, c'est dire qu'on va accepter de continuer à mourir, sans pour autant réagir. Donc, il faut toujours essayer de mettre une pression. Le président de la République, il a prouvé sa volonté. En donnant l'état de siège, ça veut dire qu'il a vu. Bon, je vois que c'est grave quand même. On va y arriver. Je vois que c'est grave quand même. Il faut que je puisse y mettre une décision. Mais ça n'a pas marché. Donc jusque-là, je ne peux pas dire qu'il y a une suite par rapport à ce qui était promis, par rapport à ce qui devrait être fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire que les choses ont avancé ou si les choses sont sur la même place. Mais je crois que les termes les plus réels, c'est que les choses ont régressé. Ah. Quand vous dites que les choses ont régressé, ma question est celle-ci. Est-ce que le chef de l'État, par rapport à son souhait de rétablir la paix dans l'Est de la République, est-ce qu'il a échoué par rapport à vous? Bon, je peux pas évaluer quelqu'un qui est encore en train de travailler. Mais jusque-là, s'il faut dire qu'il y a des suites, il n'y en a pas. Moi, je peux pas pouvoir oindre. Je peux pas oindre les mal, en fait. Je peux pas mettre de l'huile sur les mal. Sinon, ça sera craché sur des parents que j'ai vu mourir, sur des gens que j'ai vu mourir, si je viens dire ici les mensonges. Mais la vérité, c'est que les choses n'évoluent pas comme telles. Parce qu'actuellement, on enregistre plus de 2100 écoles qui ont fermé. Où les gens n'étudient plus. Plus de quoi? Plus de 2100 écoles. Là, je parle de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. On nous a dit que là-bas, ici, les enfants vont à l'école, non? Les enfants vont à l'école, c'est ce qu'on dit à la télé. C'est pourquoi je dis qu'il y a ce qu'on appelle... je commence à voir la différence entre ce qu'il y a comme des informations à Kinshasa et ce qu'il y a comme la réalité sur le terrain. Parce que généralement, si vous suivez la chaîne nationale, elle dit les choses à guise de gloire. Mais pourquoi les vrais plaidoyers ne passent pas? Parce que dire la vérité, c'est permettre à ceux qui sont en train de travailler de voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de 2100 écoles qui ont été fermées cette période ici, depuis que le président est reparti jusqu'à cette période. Il y a plus de 750 000 enfants qui ont abandonné les cours, malgré la gratuité, les sécurités n'ont pas permis. Les sécurités n'ont pas permis d'être à l'école. Beaucoup sont ceux qui sont dans les cas de déplacés. Beaucoup sont ceux qui sont dans les zones qui sont aujourd'hui occupées par les M23. Beaucoup sont ceux qui sont obligés de passer toute leur vie à l'extérieur sans avoir où sortir. Parce que même en parlant de la gratuité, c'est bien, c'est une bonne décision que nous voulons parce qu'on veut voir tout le monde aller à l'école. Mais qui va partir à l'école sans manger? Qui va partir à l'école sans avoir un lieu d'où il ressort, sans avoir les moyens de se faire acheter, et ne fût-ce que les petits faits comme les cahiers et tout autre. C'est inconcevable. Donc vous avez dit, vous voulez nous dire que à Beni, la gratuité ou la scolarité n'existe plus? Je peux vous dire, c'est pas que je dis que la gratuité n'existe pas, mais elle est accessible à ceux qui ont la capacité d'y accéder. Là, je dis normalement ceux qui sont dans des familles épais où ils travaillent par exemple avec je peux dire des ONG ou un autre niveau où ils ont cette capacité de pouvoir aller à l'école parce qu'ils ont un salaire de revenus. Mais pour des parents qui n'ont déjà nulle part où ils peuvent ressortir quelque chose parce qu'ils étaient des cultivateurs et que les champs ont été envahis par des rebelles,
Ils n'ont même plus ces moyens de pouvoir acheter ne fût-ce que des cahiers ou de quoi à leurs enfants pour aller à l'école. Parce qu'on ne peut pas y aller les mains vides. Et il y a des contributions scolaires, il faut acheter des uniformes, il faut quand même ressembler les élèves, ce qui n'est pas possible. Il faut quitter une maison, les autres n'ont même pas de maison. Il faut venir à l'école en ayant déjà mangé quelque chose. Mais il y a d'autres qu'il faut 2 à 3 jours pour essayer de se trouver ne fût-ce que quelque chose pour vivre. 2 à 3 jours. Mais comment est-ce qu'on peut parler de l'éducation sous ces conditions? C'est quel enseignement qui va être propulsé? Mais pourquoi cette réalité, le plus grand problème, mais pourquoi ces réalités ne sont pas comprises? Quand on les dit, on préfère plutôt s'attaquer aux gens qui les disent, plutôt que demander à ceux qui peuvent avoir des possibilités de changer les choses, de les changer. Pourquoi est-ce que les médias qui étaient censés à parler, qui étaient censés appeler au secours, n'en parlaient pas? C'est accepter le fait que l'on attaque ceux qui essaient de dire la vérité. Le fait qu'on met mal à l'aise ceux qui essaient de ressortir, c'est que les gens n'essaient pas de parler. On accepte alors de laisser tous ces enfants sans éducation, de laisser les gens continuer à mourir sous le fait qu'on doit continuer à acclamer les choses, pourtant ça n'évolue pas. Et vous là-bas, l'état de siège pour vous, on doit l'enlever ou on doit le maintenir? Je ne sais pas si on doit l'enlever ou le maintenir, mais dans ma conclusion, en fait, je crois que l'état de siège n'a pas marché. C'était une preuve de volonté, mais ça n'a pas fait preuve de bravoure. Parce que les gens, ils ont continué à mourir, les gens meurent tous les 72 heures, chaque jour. C'est comme si c'était une routine. Il y a des zones qui sont aussi maintenues par des rebelles, comme vous l'attendez, Bunagana vient de faire une année dans les mains des M23. Il y a d'autres parties de Rutshuru. Il y a la route Beni-Goma qui n'est plus accessible. Ça veut dire que ça n'a pas vraiment marché. Je ne peux pas auto-évaluer, je ne peux pas évaluer le fait que les choses n'ont pas marché par une distinction. C'est que c'est déjà à bas de la moyenne. Okay. Même si avant l'état de siège, ça ne marchait pas, mais aujourd'hui, ça a empiré. Ma question c'est celle-ci. Quand j'avais prévu, quand nous allons vous recevoir, il y a plein de questions. Il y a plein de questions que les gens ont voulu qu'on puisse vous poser. Ça ne te fait pas peur de tout parler, tout ça? Tu ne mets pas ta vie en danger là? En fait, je ne crois pas que c'est une question de peur, déjà parce que... Un enfant et un gamin, excuse-moi, on le dit, un gamin qui est là en train de parler des choses, comme on dit, tu te gères pas, tu mets pas ta vie en danger là. En fait, parce qu'il y a des enfants qui vous suivent, mais déjà la vraie question c'est qu'est-ce que j'ai de ce qu'on peut appeler la vie. Je ne trouve pas qu'il y ait des leaks à se dire que je suis à vie alors que je suis dans une famille où mon père ou ma mère peuvent partir à n'importe quel moment parce qu'ils sont dans une ville où tout est possible. Ils sont sécurisés. Déjà, moi-même, je n'ai pas peur parce que j'estime que c'est là même mon rôle. Vous savez, il y a des auteurs qui ont dit il faut chercher quelque chose pour laquelle tu peux mourir. Et il faut faire de ça maintenant ton objectif de vie. C'est pour ça qu'il faut vivre. Et moi, je vis pour ça. Et si je meurs, j'estime qu'au moins je serai mort à quelqu'un. Je serai mort en héros. Je serai mort à quelqu'un qui a la dignité de mourir. Parce que j'aurais fait ce que les autres ont eu peur de faire. Et la vérité, c'est qu'on pourrait mourir en n'importe quel cas. Quelqu'un pourrait se heurter par terre et mourir. Quelqu'un pourrait faire l'accident. Quelqu'un pourrait faire quoi. Il n'y a pas des années requises pour dire qu'il faut mourir à tel âge, qu'il faut arriver à tel âge. Même les enfants de 1 an, ils sont en train de mourir. Mais si moi je meurs à ce moment, au moins j'aurais contribué, ne fût-ce que le peu possible, ma vie aura servi à quelque chose pour ceux qui vont rester à vie. Parce que c'est ça qui importe. Si je prends les leaks à dire que je vais me protéger, je pourrais me protéger, c'est possible. Vous savez qu'avec les politiciens, c'est du possible de me fouler ne fût-ce que quoi pourvu que je ne parle pas. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important parce que j'estime que je pourrais manger aujourd'hui, que je pourrais avoir quelque chose aujourd'hui, mais au nom de la réalité et perdre tous les gens avec qui j'ai étudié et perdre tous les gens avec qui
j'ai passé un peu de temps et perdre mes familiers. À quoi ça m'aura servi tout ce que j'aurais réussi? Ça serait un sacrifice diabolique. Mais cette grâce, cette chance que je puisse avoir, plus de 2000 personnes qui me suivent sur Twitter, plus de je ne sais combien de personnes qui me suivent à la télé, plus de combien de personnes qui me suivent sur les réseaux, plus de combien de personnes qui peuvent me rencontrer dans la route et dire « Jason, Jason, on te voit ». C'est de ça l'opportunité de faire de cette effiace que j'ai eue, que je n'ai même pas mérité, que Dieu m'a offert la grâce d'avoir, d'essayer de dire ce que les autres refusent de dire, pour essayer de faire à ce que, même si les médias, qui ont des millions de personnes qui les suivent, ne peuvent pas permettre à ce que le vrai message soit passé, que moi j'atteigne au moins mes 2000 personnes, et qu'ils sachent qu'au moins à partir de Jason, nous savons ce qui se passe là-bas. Et nous pouvons espérer pouvoir faire des actions, espérer pouvoir voir à l'avenir les choses changer. C'est ça qui m'anime. En lingala, on dit qu'il y a une adage qui dit en lingala, moi, on a courage à bouder, hein? Courage à bouder, on pouvoir, courage, comme on dit, courage à bouder. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Jason? En fait, déjà... Ce sont tes amis, ce sont les gens qui sont derrière toi, qui te poussent à dire des choses, qui te poussent à faire tout ça, des plaidoyers. C'est quoi? Déjà, je ne crois pas que quelqu'un pourrait avoir le courage de se mettre derrière moi, puisque la réalité... Ce n'est pas les politiciens, comme le chef d'État avait dit, vous êtes instrumental. La réalité, c'est que avant que je n'arrive ici, personne ne me connaissait. Je me suis fait moi-même. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais permettre à quelqu'un de venir me mettre son pouce derrière mon dos. Et je n'ai pas vraiment besoin de l'argent de politicien ou des informations de politiciens pour me faire moi-même. J'ai mon problème et mon vrai problème, c'est cette insécurité là-bas. C'est pourquoi vous ne me voyez pas aller à un rassemblement de politiciens, aller à faire quoi? Parce que l'autre fois, on vous a vu avec, je crois, Faïlou, c'est Faïlou. C'était au Génocoste. Génocoste, c'est une manifestation pour les génocides congolais. Et on ne peut pas parler de génocide sans parler de celui qui revient de l'insécurité, puisque c'est moi qui ai vu le nombre, qui ai vu tout ce qui s'est passé, qui ai vécu ce qui a été sur place. Et ce n'est pas sa connotation qui m'amène là-bas sur place. C'est mon message, moi. État qu'il faut que je parle avec tous les Congolais, ça a toutes ces connotations politiques. Et si vous aviez suivi mon message, la conclusion en était qu'il fallait que je puisse conclure par les faits où j'ai dit notre parti politique dans l'Assemblée, c'est le Congo. Je n'ai pas dit notre parti politique dans l'Assemblée, c'est le CID ou c'est l'IDPS. Notre parti politique dans l'Assemblée, c'est le Congo. Notre religion dans l'Assemblée, c'est le Congo. Notre tribu dans l'Assemblée, c'est le Congo. C'était la fin de mon discours. Parce que je savais qu'il y a le tribalisme, qu'il y a les problèmes de multipartisme, qu'il y a les problèmes de religion qui nous ont ramenés à être des ignorants, qui nous ont ramenés à être des bêtes. Là, je ne dis pas seulement par là des partis politiques, même les églises, même les tribus. Ils nous ont aveuglés. On ne se regarde plus État que des Congolais, mais on commence à se regarder État que ces différences qui ne nous permettent pas d'évoluer et qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Toi, on va te taxer, tu es rwandais, là. Bon, en fait, c'est la connotation actuelle qu'on a commencé à taxer à tout le monde qui essaie de dire la vérité. Mais pour ceux qui me connaissent, heureusement que vous m'avez connu plus tôt. S'il fallait qu'on puisse me connaître à 30 ans, on dirait qu'il revient du Rwanda, qu'il revient de quoi. Mais heureusement, je suis d'une famille qui est bien connue. Tu n'es pas rwandais. Et ça pour ça congolais. Ah bon? Mon père et ma mère sont de la tribu de Nande. Et Nande, c'est une tribu qui est très connue. Je crois qu'ils sont ici à Kinshasa. Ils sont vraiment bien connus. On représente 60% de la population dans le Nord Kivu. Mais ce n'est pas la tribu que je porte. Moi, ma tribu, c'est le Congo. C'est ce que je dis toujours. Parce que si on commence à se regarder avec tout ça, ce qu'il y a derrière, c'est que ça veut dire qu'on n'aura pas d'importance pour le reste d'autres parties de la République. Pourtant, moi, je suis de ceux qui croient que la République, c'est toutes ces personnes. En fait, s'il faut même définir celui qu'on appelle Congolais, je crois que c'est chacun de nous pris dans son individualisme. Quand je dis individualisme, je ne parle pas que de chacun de nous pris par ce qu'il a comme tribu, mais
par personne, par ce qu'il a comme amour pour le Congo, par ce qu'il a comme besoin de rester dans ces pays, pour ces pays, et à l'avantage de la majorité de la population. Donc vous n'êtes pas pour ces gens qui disent que la République démocratique du Congo doit être gérée par les hommes et des femmes qui sont le père et des mères. Vous n'êtes pas pour ou vous êtes contre? Je ne sais pas si déjà ça, c'est la règle. Moi, je ne crois pas que c'est déjà une bonne idée. Pas parce que... déjà s'il faut parler de cette loi ou de cette idée, moi, je serais déjà gagnant, puisque que ce soit mon père, mes ancêtres, mes arrière-ancêtres, ils sont congolais, donc j'ai le plein droit de jouir de cette faveur, mais parce que déjà c'est une restriction pour d'autres personnes qui ont ce besoin de pouvoir changer les choses, mais qui n'ont pas, qui n'entrent pas dans cette catégorie. Je crois que ce n'est pas déjà une bonne décision, puisqu'on en a connu assez qui ont été congolais de père et de mère, qui ont dirigé, mais qui n'ont pas changé. Donc déjà, moi, j'essaie de passer que les changements, ce n'est pas une question de nature. Quand je dis nature, là, je vois le fait qu'on choisit ceux qui sont nés comme ça par rapport à ceux qui sont nés de l'autre côté. Ce n'est pas une question de nature, ce sont des règles sociales, des règles de la société que nous avons établies. S'il y a un mauvais système, c'est nous qui l'avons établi. Et continuer à faire apparaître d'autres questions qui vont restreindre d'autres personnes qui ont les capacités de pouvoir faire les choses, c'est continuer à choisir ces mêmes problèmes que nous avons établis dans notre système politique, continuer à accepter le mal par rapport à ce qui se passe. Parce que pour changer les choses, il n'y a pas de condition d'être, il n'y a pas de condition de nature, il n'y a pas de condition de naissance. La seule condition, c'est l'amour que nous avons pour les pays. Quand vous voyez les politiciens qui sont ici, qui nous parlent de tout ça, et quand vous voyez le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, tu te dis quoi? Nous avons un avenir prospère, nous avons un avenir qui nous rassure. Déjà à mon état, je peux pas juger le président de la République. Non, pas. Je ne peux pas aussi auto-évaluer l'avenir sur ces cas. En fait. Je compte personnellement sur moi, sur le fait que chaque jour, je dois me perfectionner, je dois me former et je dois faire en sorte que les autres puissent avoir une connaissance suffisante. On a toujours une autorité que les gens qu'on doit suivre. Hein. Quelqu'un qui doit être au devant, que les autres suivent comme un guide. S'il faut parler d'une autorité ou de quelqu'un qu'il faut suivre comme un guide, déjà sur cette position, je ne peux pas partir de ceux qui sont au pouvoir ou de ceux qui sont dans l'opposition. Parce que j'ai vu à peine, ils avaient déjà commencé cette politique. Je n'ai pas connu ce qu'ils avaient comme débit, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils devaient pouvoir avoir comme motivation pour commencer ça. Et déjà, je ne connais pas ce qu'il y a comme volonté derrière tout le monde. Mais moi, ce que je combats, ma vraie lutte, la lutte interne que j'ai, c'est de faire en sorte que cette génération puisse se préparer suffisamment afin que quand ce moment sera passé, quand ce va des problèmes politiques sera passé, qu'on puisse au moins se reconstruire et avoir une génération qui va comprendre par rapport à tout ce qui s'est vécu, ce qui s'est fait vivre comme erreur, par rapport à tout ce qui s'est passé dans la République, par rapport à tout ce qu'on voit, toutes les souffrances qu'on endure, tous les problèmes qu'on est en train de comptabiliser, que ce soit de tous les côtés, que ça soit une source, une motivation pour faire en sorte que, quand le moment sera venu, que la République puisse avoir une vraie révolution et se positionner à un niveau qui est fait. Mais aussi longtemps ce moment n'est pas arrivé, je vais continuer à toquer, je vais continuer à embrayer, je vais continuer à déranger, je vais continuer à être gênant pour toutes ces personnes qui ont le pouvoir de changer les choses afin qu'elles puissent les changer. Parce que c'est ça leur rôle. Et moi, mon rôle, c'est de les appeler à faire quelque chose de possible. Aussi longtemps, je n'ai pas encore cette possibilité ou cette responsabilité de pouvoir le faire à mon tour. Quelle est la comparaison que vous faites par rapport à la jeunesse ou les jeunes qui sont ici à Kinshasa, de Béni? Comment vous voyez? Déjà parler de la comparaison entre les jeunes de Béni et Kinshasa, c'est semer une division dans le mental, puisqu'on est tous jeunes. Mais je crois qu'il y a question d'individualité, parce que j'en ai connu
j'ai connu des jeunes à Kin qui réfléchissent bien, qui sont ambitieux, qui sont en train de travailler jour et nuit sur des questions qui nous concernent. Déjà, c'est quelque chose qui me motive de plus pour voir qu'il y a des gens qui réfléchissent. Mais même à Beni, il y a des gens qui font tout, malgré cette insécurité, malgré cette façon d'être mal à l'aise, qui font tout pour faire en sorte que les choses puissent marcher. Et je crois que quand le moment viendra de réunir toutes ces puissances, c'est que moi, j'ai fait à ma manière, parce que je sais partout où j'arrive, de rencontrer des gens de mon âge, de ma génération, qui essaient de militer pour les mêmes choses que moi, afin de servir des liaisons entre ceux qui sont loin et ceux qui sont dans les parties éloignés ou à côté de la capitale, dans la mesure du possible. Déjà là, j'ai déjà été à Beni, j'ai déjà été à Butembo, j'ai déjà été à Goma, j'ai déjà été à Kin, j'ai déjà été à Kikwit, j'ai déjà été à Mbanzangungu. Tous ces gens que je rencontre, c'est essayer de fournir des ponts, parce que quand ils me connaissent, ils connaissent Jason. Ils vont aussi essayer de connaître les autres que je rencontre. Quand je dis j'ai rencontré tel, il est ceci, il fait ceci. Et c'est cette union de cette génération qui nous permettra de pouvoir subvenir à notre tour à ce qui sera comme la République à la prochaine. Parce qu'il faut parler de la relève. Et la relève, c'est pouvoir se préparer. Ce n'est pas seulement d'attendre le moment et de dire et de ressortir de nulle part, comme ça se fait toujours. Non, moi aussi, je vais être qui? Je vais faire ceci pour la République. Pourtant, on n'a pas été là le moment de se préparer. Pourtant, on n'a pas eu un plat de préparation par rapport à ce qui devrait se passer à l'avenir. Et c'est ça qui nous fait tomber dans les erreurs. Puisqu'un moment viendra où il faudra que la République puisse ressortir de quelque part et les gens vont subvenir de partout. Ils vont diaboliser ceux qui étudient les causes. Ils vont diaboliser ceux qui essaient de ressortir les enseignements par rapport à ce qui se passe et pouvoir se créer des images venant de nulle part et faire retomber la République dans les mêmes erreurs. Pourtant, il y a des choses qui sont en train d'être étudiées dans les laboratoires de certains jeunes leaders afin qu'il y ait quand même certaines autres connaissances qui vont être données ou qui vont être connues dans la mesure du possible. Est-ce que vous avez même point de vue par rapport à tous ces gens qui disent qu'on doit vraiment couper les liens entre les générations passées et qu'on puisse renaître à nouveau, comme on dit, une nouvelle classe politique? Est-ce que vous avez ce point de vue-là? La deuxième, elle est laquelle? Est-ce que pour faire avancer les choses dans ce pays, on doit seulement être dans une partie politique? Un jeune doit toujours être dans une partie politique où pour faire avancer le pays, il doit être civil, libre, citoyen, tout ça. En fait, je crois que dans n'importe quelle position, on peut influencer les choses. Parce que moi, je ne suis d'aucun parti politique, déjà. Donc, je n'ai pas une connotation. Et d'ailleurs, je parle bien avec les personnes de tous les partis politiques. Je rencontre ceux de l'IDPS, ceux de l'ECD, ceux de l'Assemblée, ceux de quoi. Et je n'ai pas de rancune avec les gens. Je suis à moi de la société civile parce que c'est là où j'essaie de faire pression à ceux qui sont au pouvoir et de dire des vérités telles qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans un mauvais schéma de la politique sur le fait que être dans un parti politique, ça veut dire défendre les biens et les mal de ces partis. Pourtant, normalement, pour un citoyen libre, c'est pouvoir dire les choses avec des vérités claires, ça pour autant qu'il y ait des particularités. Parce qu'on n'est pas censé défendre les mêmes personnes pour les mêmes intérêts chaque jour. Quand il y a le mal, il faut le dire, ça c'est le mal. Et quand il y a les biens, il faut être prêt à le dire, ça c'est les biens. Qu'importe ce qui peut venir. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec la politique, les gens, ils sont devenus... Les jeunes... Ils sont devenus... Comme on dit, oui, c'est ça le terme. Si tu es de l'opposition, pour toi, tout ce que l'opposition fait, c'est bien. Si tu es de la majorité, pour toi, tout ce que la majorité essaie de faire, c'est bien. Et c'est ça qui nous fait plonger dans le mal, sur le fait qu'on ne voit plus la réalité par la bonne mesure. Donc, on ne voit plus la réalité telle qu'elle est. On commence à tomber beaucoup plus dans l'ignorance. Et quelque part, on a des affrontements où les partis politiques sont devenus une division entre les peuples. Parce qu'on voit même... les jeunes sont en train de s'attaquer avec le père, les prélats, ils sont en train de faire la violence. Quand vous ne soutenez pas le pouvoir en place,
on vous graisse, il y a des journalistes qui sont dans la clandestinité à cause de ça, on ne veut pas les gens qui puissent parler. Est-ce que c'est ça la question que je vous ai posée pour vous? Comment être libre dans ce pays? Être libre, c'est être là où on est, ça que l'on puisse avoir un doigt derrière lui. En fait, c'est ce que je peux dire. Parce que moi, je suis libre du fait que j'agis déjà en indépendance. Donc, il y a personne qui peut me dire quoi faire. Moi-même, par mon raisonnement, par ma réflexion, avec ceux qui essaient de se rallier à moi, quand on réfléchit de la même manière, on fait ressortir ce qu'on a sur le cœur. Ça qui est personne qui puisse nous dire quoi que ce soit sur ce qui se passe, en fait. Donc, je crois qu'être libre, c'est être soi-même. Même si tu es de l'IDPS, quand l'IDPS agit à mal, c'est arriver à avoir cette possibilité de dire que ce qui s'est passé hier, par exemple, ce n'était pas une bonne chose et que je ne suis pas d'accord avec tel, même si on est des mêmes partis politiques, qui a essayé de tomber dans une erreur. C'est ça, être libre. Pas cette façon de pouvoir être un djaléliste ou pouvoir être chaque jour derrière une personne, on dirait que c'est une personne parfaite. Parce que s'il faut parler de personne, Jason, c'est une personne qui fait des erreurs. Et je n'ai pas besoin qu'on puisse me faire à la perfection. Moi-même, j'ai des erreurs. Et si je fais quelque chose à mal, il faut avoir le courage de venir dire, Jason, il a fait ça, ce n'était pas bien. Et c'est là que je saurais que celui-ci aussi, c'est une personne libre. Parce que moi, je l'ai fait. On est presque à la fin. Quand vous avez suivi Inosbi, qu'on appelle l'artiste, il a tenu ses propos, vous étiez déçu ou vous avez partagé ses points de vue? Déjà, dans ce que Inosbi a dit, il a dit beaucoup. Il n'a pas dit que c'est le mot où je ne peux pas vouloir dire que j'ai été d'accord ou contre. Il y a des réalités, il y a aussi là où il est mal parti. Mais ce que moi je vois à lui, c'est sa liberté d'opinion en fait. Il a dit ce qui lui tenait à cœur. Il a dit ce que lui, il a vu comme réalité. Mais les gens là, on l'a traité, il est traître, hein, il est rwandais, hein, il fait des choses que tout le monde, on doit soutenir la patrie, on doit rester derrière la patrie. Mais déjà, le problème, les plus grands problèmes en est que, aujourd'hui, si quelqu'un essaie de dire les choses qui vont à l'encontre avec la conception populaire, on lui prend pour un traître. Mais est-ce que beaucoup de gens ne peuvent pas se tromper aussi? En fait, moi, j'ai été de ceux qui ont été en avant, à premier, dans la campagne de Rwanda is Killing. Parce que moi, je savais déjà avant que tout le monde ne puisse parler du Rwanda, que le Rwanda était derrière cette guerre. D'ailleurs, il y a une période où il y avait des rumeurs à Beni qui disaient que Paul Kagame était mort. Les gens ont fêté, ils ont célébré. Nous, on est même ressortis de l'école, on n'avait pas étudié ces jours-là. C'était comme si c'était vraiment une joie, comme si on venait de perdre un ennemi, même si je ne peux pas être inhumé pour vouloir souhaiter la mort de l'autre, mais lui, il le souhaite pour la plupart de nos patriotes. Donc, c'était quand même quelque chose que pouvaient ressentir les gens qui ont vu leur mourir. Voir comment est-ce que les prédateurs, il est passé de l'autre côté et il nous laisse dans notre position de normal, en fait. Donc, j'étais déjà parmi ceux qui ont dit Rwanda is killing. Et moi, de mon côté, je pensais que cette campagne pouvait plutôt être une campagne que la population va lasser et continuer à rehausser. Mais que les gouvernements s'autour. Parce que quand on dit Rwanda is killing, à qui on adresse le message à vrai? On l'adresse à notre gouvernement. Parce que c'est à lui qu'on est en train de plairer. On plaire devant le gouvernement, s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Rwanda nous dit ici, essayez de faire quelque chose. Et que le gouvernement, à son tour, puisse faire ce qu'on appelle l'offensif. Mais la connotation est mal partie du fait que nous, on a pleurniché et le gouvernement, à son tour, a pleurniché. Mais qui va nous aider alors? Qui va nous faire sortir de la situation? C'était ça le problème. Inosbi. Alors Inosbi, de sa manière, il a dit déjà qu'il n'était pas pour la campagne. Je crois qu'il est mal parti de ce côté. Moi, je ne lui juge pas, mais je n'ai pas souhaité qu'il le dise ici. Si on l'appelle, aller prester au Rwanda, il va le faire.
Ah, ça c'est déjà une carrière personnelle. Mais les ce autres n'est pas une affaire qui me concerne parce que je risque aussi de ressortir dans l'émission et qu'on puisse dire à mon tour que Jason, il y a des artistes qui ont refusé, il suffit d'aller prester. Chacun a ses raisons, Donc, c'est pourquoi j'ai dit que déjà, je risque de ressortir dans l'émission et qu'on puisse dire que Jason, il a dit qu'il est d'accord sur le fait que Inosbi puisse prester là-bas, ou il est contre ça. C'est déjà leurs opinions et ils ont leurs raisons que peut-être moi je ne connais pas. Mais moi, je ne suis pas artiste. Maintenant, vous, par rapport à ça, comme les autres, ils ont donné leur point de vue, vous disiez quoi? Il doit aller prester? En fait, moi, Si. Déjà, messieurs les journalistes, vous savez que quand il y a toutes les questions à la télé, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions comme vous y attendez, parce que généralement, ce sont des questions qui sont purement problématiques. Les questions du genre populaire sont des questions qui mettent les personnes en danger et qui nous font revenir sur certains autres problèmes que l'on n'a pas prévus au départ. Donc, moi, je crois que parler de sa prestation, c'est son affaire. Moi, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est qu'il faut que j'exige à la majorité de la population de pouvoir s'élever, de dire tout haut ce qui se passe, d'essayer de demander, d'exiger un peu plus que possible à notre gouvernement, de faire le possible pour qu'il y ait la paix et de faire en sorte que la génération suivante, d'investir nécessairement de la génération suivante, parce que même si on a la paix aujourd'hui, vous savez que nous sommes un pays au cœur du monde, il y aura toujours des problèmes. Il faut arriver à investir dans la génération suivante pourvu qu'elle puisse faire de manière à ce que les jours à venir, on puisse avoir une génération qui va maintenir la paix. Au-delà même de l'obtenir, de la maintenir. On a terminé. Votre rencontre avec le chef de l'État, vous êtes déçu ou vous êtes content? Bon, je ne peux pas dire être content. S'il faut une question-réponse, c'est que jusque-là, je suis déçu. J'espère que peut-être prochainement, il y aura une amélioration, mais là, je suis dans une déception. L'état des sièges, pour vous, c'est la déception ou c'est la réussite? C'est la déception, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est vrai que c'était une preuve de volonté, mais ça n'a pas été preuve de bravoure. Donc la préparation n'était pas suffisante pour passer à cette action. Vous êtes jeune. Comment vous voyez l'avenir de notre jeunesse par rapport à ce qui va venir? C'est glorieux, on doit se battre encore, on doit se chercher, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà à parler de l'avenir, je ne peux pas prédire l'avenir de tous les pays, mais moi je remercie Dieu pour m'avoir donné ce cœur, pour m'avoir donné cette indépendance, pour m'avoir donné cette chasse et cette efficace d'être aujourd'hui passable devant les chaînes, devant tout le monde et devant les gens. Et j'espère qu'il me donnera encore la chance de rester pareil pour l'avenir et de représenter ne fût-ce qu'un nombre sur les 100 millions, sur je ne sais pas quel sera le nombre à venir, d'espoir. Parce que aussi longtemps je suis là, je ne permettrai pas à ce qu'un mal soit fait de l'autre côté. Et j'espère de même pour plusieurs autres jeunes que j'ai rencontrés. Donc j'espère que l'avenir sera glorieuse. Pour vous, la classe politique actuelle, on doit l'abolir? Ce n'est pas qu'il faut l'abolir. On a presque fini, on a pris. Il faut corriger. Il faut corriger ce qu'il y a comme erreur. On ne peut pas abolir les êtres humains, ce sont des gens. Ils ont des cœurs, ils peuvent aussi passer de l'autre côté et faire de bonnes choses. Pour vous, on a terminé sur la dernière question. L'élection, ou on doit repousser les élections? Là, je ne peux pas répondre parce que je n'aurai pas de vraie réponse. Ce qui me concerne est qu'il faut qu'on arrive aux élections, que ce soit les élections ou pas, mais qu'il faut au moins qu'on soit dans une stabilité parce que les élections ne sont ni garanties de la paix et elles peuvent ou ne pas l'être. C'est qu'on n'a pas déjà, on ne peut pas se dire qu'il y a à passer de ce qu'il y a comme élection, mais ce qui est vérité est qu'on doit au moins arriver à ce moment dans les bonnes conditions et que la République soit fière qu'on soit quand même franchi cette étape. Merci, c'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir, Jason. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Le plus connu de la République. Merci pour votre passage dans notre chaîne. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore vous recevoir quand il y aura d'autres actualités. Vous saluez tous les restes, tous les élèves. Il s'appelle comment? L'autre, la fille...
Il y a Martine, Martine, il y a... tu le sais de ma part, c'est les Martine de ma part. Merci à vous, vous étiez là, en train de nous suivre. Les Amasola Kati, on a essayé un peu de parler. On est sur le moment qui est derrière la rencontre, il y a chez les élèves, il y a Béni. Tu continues à Mozindo. La question sur l'étiquette, tu es à la Ngonga, tu es sur le Ngonga, vous avez quelque chose à dire? Ah oui. Parce qu'on a terminé, on a fini. Oui, je crois, en train de finir, ouais. il y a des réalités qui ont été regroupées dans un film documentaire qui est un produit des réalisateurs de Béni, qui a transmis la situation de Béni, parce qu'il fallait qu'à ce tour, on puisse rencontrer notre situation par nous-mêmes pour essayer d'esquiver les connotations politiques qui sont toujours derrière le fait qu'on essaie un peu de parler de ce qu'il y a comme réalité. Et ce film pourra peut-être ressortir à septembre. Mais sinon, il y a déjà la bande-annonce sur Internet que vous pouvez suivre qui s'appelle La Voix des Oubliés. Donnez votre contact et votre numéro pour ceux qui vont vous contacter. Parce que ça va passer sur YouTube, partout, on va vous suivre. Ah oui, votre contact. Donc, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au 09 92 12 84 03, c'est mon contact WhatsApp. Sur Twitter, vous pouvez écrire Jason RDC. Sur Facebook, vous pouvez écrire le petit Jason Mohiwa. Et pareil sur d'autres réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, c'est toujours Jason RDC. Merci à Derrick et merci à Patrick Olokala, Laoulé, courage. Nous vous disons, restez branchés sur nos antennes. Vous ne serez jamais déçus. À la prochaine. Bye bye.